Nous allons donc passer au symposium organisé par les laboratoires AstraZeneca, que je tiens à remercier. Et pour le titre de la conférence sera « Le cœur réinventé, innovation thérapeutique avec les inhibiteurs de SGLT2 dans la science cardiaque ». Et pour faire cette conférence, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur, j'ai la joie de demander à notre chère professeure Laila Abid de bien vouloir présenter sa conférence qui sera certainement excellente. Merci, mesdames les modératrices. Bon après-midi à tous. On me parle assez de l'insuffisance cardiaque et je vais parler des nouveautés thérapeutiques ou vraiment y a-t-il de nouvelles indications des SGLT2 inhibiteurs dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, mais aussi les autres pathologies, à travers donc, ce symposium AstraZeneca, que je vous remercie pour l'invitation et de nous avoir offert cette opportunité. Alors, on va partir du cas clinique de la patiente Madame Sani, âgée de 66 ans, qui est hypertendue, sous traitement et qui est diabétique, qui est pratiquement équilibrée, hémoglobine à 7%, de l'AFA paroxystique sous anticoagulation et une petite note d'insuffisance rénale avec une clairance à 50 ml par minute. Elle nous consulte pour une dyspnée stade 2, d'installation datant de 6 mois, avec une notion d'aggravation de cette dyspnée d'effort devenue stade 3, avec, associée à l'asthénie. Madame Sani a sa petite fille qui est externe en médecine, s'est affolée lorsqu'elle a appris que sa grand-mère est symptomatique de dyspnée d'effort. Alors, comme tous nos jeunes, très inspirés par le ChatGPT et attirés par le ChatGPT, par tout ce qui est intelligence artificielle, elle pose la question à ChatGPT pourquoi ma mamie est symptomatique de dyspnée d'effort. Et voilà ChatGPT, qu'est-ce qu'il répond? Les diagnostics possibles, ça peut être l'insuffisance cardiaque à FVG préservée, on verra. Ça peut être de l'accélération de la fibrillation auriculaire paroxystique, comme ça peut être le syndrome hypoventilation, obésité hypoventilation. Là, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord avec ChatGPT pour les propositions diagnostiques chez cette dame symptomatique dyspnée d'effort obèse qui cumule beaucoup de facteurs de risque. Est-ce qu'on a oublié un diagnostic? Coronaire, ça peut être la coronaropathie, surtout l'angor microvasculaire. Voilà. Donc, l'externe, elle est en stage chez nous, dans le service. Donc, elle a amené sa grand-mère à notre consultation. Et effectivement, l'examen clinique retrouve, il y a le surpoids, BMI 29. L'examen, il est normal avec une pression artérielle, n'est pas tout à fait la cible thérapeutique, avec un discret œdème du membre inférieur, sans signe de roi, avec un ECG de l'hypertrophie ventriculaire gauche et un rythme sinusal. Les autres examens biologiques, tout est normal, à part le NT-proBNP qui est à 300, une légère élévation, avec une petite micro-alpe, avec une petite note d'insuffisance rénale, avec une clairance à 55. Alors, devant ce tableau, donc, on a quand même fait de l'échocardiographie chez cette patiente qui a un bilan biologique qui n'explique pas le tableau, à part une petite élévation de NT-proBNP. Et à l'échographie, on trouve un petit remodelage concentrique avec, on a évalué les paramètres que vous connaissez de la fonction diastolique, le profil mitral, le E' septal latéral moyen, la vélocité de la fuite tricuspidienne. On a complété au STRI par le strain du VG et le strain de l'oreillette gauche. Voilà, et là je vous rappelle rapidement, c'était le sujet d'une présentation hier, la définition de l'insuffisance cardiaque à FVG préservée, une fraction d'éjection qui est supérieure à 50%, avec des éléments en faveur de la dysfonction diastolique, quelles que soient les recommandations américaines ou les européennes. Mais dans les recommandations européennes, il insiste à ce qu'on visualise une atteinte structurale avec les dilatations des oreillettes gauches ou le ventricule gauche ou des anomalies fonctionnelles en faveur de la dysfonction diastolique. Et voilà, donc pour notre patiente, on a appliqué surtout le nouveau algorithme que nous proposent des recommandations américaines, surtout de la Société américaine d'échocardiographie, pour faire le diagnostic
d'insuffisance cardiaque AVG préservée, surtout devant une dyspnée en faisant un bon examen clinique, une bonne échographie, et éliminer les causes secondaires de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des valvulopathies, est-ce qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque préservée secondaire, n'est pas la primaire. Et puis, il y a l'algorithme pour évaluer ces pressions de remplissage ventriculaire gauche, c'est-à-dire aussi les pressions dans l'oreillette gauche. Alors, si on applique cet algorithme, notre patiente a 3 paramètres, le E', le E sur E' et la vélocité tricuspidienne. Donc, selon cet algorithme, si on a 3 paramètres qui sont élevés, dans ce cas, on conclut facilement à une élévation des pressions dans l'oreillette gauche, donc les pressions de remplissage du ventricule gauche. Et puis, là, selon le profil, là, vous avez vu que c'est un profil restrictif, E sur A supérieur à 2, donc il s'agit de stade 3 de la dysfonction diastolique. Sinon, il y a des autres situations, c'était donc clair avec la concordance des différents paramètres pour retenir le diagnostic chez cette patiente d'insuffisance cardiaque à FVG préservée. Là, pour vous dire actuellement, pour les patients où se trouvent dans la zone intermédiaire, là, l'intérêt d'autres paramètres, comme je l'ai dit, l'intérêt du strain, le strain de l'oreillette gauche, la fonction réservoir de l'oreillette gauche, qui peut être aussi, ou le flux veineux pulmonaire, qui vont nous permettre de conclure. Et c'est très important, le cutoff est de moins de 18%. Ça permet d'évaluer l'atteinte fonctionnelle de l'oreillette gauche, même en l'absence d'une atteinte de la structure. Une oreillette gauche normale n'élimine pas le HFpEF, un ventricule gauche normal n'élimine pas le HFpEF. C'est pour cela qu'il faut s'assurer aussi de la fonction de cette oreillette, de ce ventricule, surtout la fonction diastolique de ces deux structures. Et aussi, n'hésitez pas dans les situations litigieuses d'évaluer le strain de ventricule gauche. S'il est altéré moins de 16%, c'est un paramètre qui peut nous orienter dans les situations zone grise. Il y a même un algorithme adapté pour les patients en fibrillation auriculaire permanente. Ce n'est pas le cas de notre patient. Alors, on a retenu le diagnostic de l'insuffisance cardiaque VG préservée chez cette patiente obèse qui cumule beaucoup de facteurs de risque. Et donc là, c'est juste pour insister sur cette corrélation entre l'obésité et l'insuffisance cardiaque AVG préservée. Et ça correspond surtout à ce phénotype, le phénotype 3 des HFpEF, parce qu'il y a plein de phénotypes. C'est le phénotype cardiométabolique de l'insuffisance cardiaque, les patients qui ont plein de facteurs de risque, plein de comorbidité. Et donc, et là, si on revient aux recommandations guidelines, cette année, on a eu plein de guidelines, plein de recommandations, plein de consensus, quels que soient européens ou américains, qui abordent l'obésité, sa relation avec le syndrome cardiométabolique et l'insuffisance cardiaque AVG préservée. Vous voyez, c'est 2025. Pourquoi? Parce que la prévalence de l'obésité ne cesse d'augmenter. Et là, si vous regardez la Tunisie, c'est en orange, c'est une prévalence qui arrive jusqu'à 25%. Donc voilà, c'est une zone endémique d'obésité. Donc nos patients, ils sont à risque d'insuffisance cardiaque AVG préservée. Cette préassociation peut arriver jusqu'à 80%, donc 80% des patients obèses ont de l'insuffisance cardiaque AFVG préservée. Voilà, et donc comme je l'ai dit, cette obésité, ça commence par cette dysfonction adipocitaire. Hier, on avait une très belle présentation faite par le professeur Faizanet chez l'AFPEF, les patients obèses. Le starter, le début c'est ici. C'est cet excès adipocyte et cette dysfonction adipocitaire, l'adipocité viscérale, qui va être derrière la genèse de toute la cascade d'inflammation, d'augmentation de stress oxydatif, la dysfonction endothéliale vasculaire, avec tout le retentissement sur le cœur, sur le rein et sur le foie. C'est pour cela maintenant on parle du syndrome cardio-rénal métabolique et voire même on a inclus maintenant le foie et il y a même toute une stratification de ce syndrome cardio-rénal métabolique. L'adipocyte, c'est le stade 1, c'est le stade où on doit agir le plus rapidement possible. 2, c'est les comorbidités avec les facteurs de risque cardiovasculaire. 3, c'est l'atteinte infraclinique, par exemple une HVG asymptomatique ou dysfonction diastolique asymptomatique. Stade 4, c'est les manifestations cliniques. Donc là, on doit agir précocement le stade 1 et le stade 2 pour prévenir cette insuffisance cardiaque AVG préservée et pour agir sur
parce que là, c'est une anomalie métabolique, comme je l'ai dit, ça commence aussi au niveau de la mitochondrie. Alors, comment on va traiter notre patiente? Notre patiente qui a de l'insuffisance cardiaque AFVG préservée, les choses sont claires maintenant depuis l'update des guidelines européennes de 2023, c'est on verra les SGLT2 inhibitors, mais il ne faut pas oublier les règles, les modes de vie, les règles hygiéniques, c'est très important. On ne doit pas oublier l'activité physique qui est un pilier du traitement de ces patients. Les SGLT2 inhibitors d'apagliflozine en pagliflozine, c'est recommandé en classe 1A pour le traitement de l'insuffisance cardiaque AVG préservé chez nos patients qui ont de la FPEF, mais il ne faut pas aussi oublier le traitement des étiologies, le traitement des comorbidités, c'est très important. Alors, si c'est GLT2, là je passe rapidement, c'est une success story, je vous rappelle l'étude d'Ilever avec le DAPA et en parallèle preserved avec l'AMPA qui ont montré l'efficacité sur le critère primaire chez les patients qui ont de l'AFPEF. Et là, à partir d'une fraction d'éjection supérieure à 40%, même le mildly reduced a été inclus dans cette étude. Alors, l'externe de cette mathmie était très curieuse. Comment ce traitement antidiabétique, en consultant ChatGPT, c'est un antidiabétique, il est là comme un traitement du HFpEF. En fait, il y a ce nouveau papier qui est publié en 2025 qui résume en cette diapositive les mécanismes d'action de SGLT2 inhibiteur à travers ce continuum cardiovasculaire. Là, rapidement, ça passe au-delà de l'effet métabolique, c'est-à-dire la baisse de la glycémie, mais surtout, c'est l'amélioration de la fonction diastolique en amélioration de la relaxation, améliorer la microvascularisation, réduire la fibrose chez ces patients et améliorer aussi la fonction rénale. Et tout ceci explique le bénéfice de ces molécules chez ces patients qui ont de l'insuffisance cardiaque AFEG préservée. Donc, il agit, comme vous voyez ici, aux différents stades que j'ai précisés tout à l'heure. Stade 1, le test métabolique précoce. Stade 2, l'atteinte subclinique des organes. Stade 3, c'est les manifestations cliniques évidentes. À tous les stades, quel que soit, il agit au sein de ce continuum, quel que soit le stade. Cette patiente aussi, élément très important, elle fait de l'EFA paroxystique. Et vous savez tous que ce sont des jumeaux vicieux, la fibrillation auriculaire et le HFpEF, qui est la poule, qui est l'œuf. En fait, l'AFA, elle favorise l'AFPEF, AFPEF réduit l'AFA, d'où l'intérêt aussi des GLT2 inhibiteurs à travers l'amélioration du remodelage de l'oreillette gauche pour réduire donc le risque de fibrillation auriculaire, donc le HFpEF. Rapidement, j'ouvre une parenthèse. Dapagliflozine à la phase aiguë, donc là pour l'insuffisance cardiaque chronique, il faut le commencer, mais à la phase aiguë, là vous voyez aussi ce consensus aussi américain de 2024. Là, dès que le patient se stabilise à la phase hospitalière aussi, il faut commencer de donner les SGLT2 inhibiteurs et pourquoi pas, on verra les anti-aldostérone parce qu'ils ont un petit effet sur la pression artérielle. Donc là, c'est clair, pour notre patiente, il faut donner les anti-SGLT2 inhibiteurs qui ont fait leur preuve aussi pour la cardioprotection. Elle a une petite insuffisance rénale modérée. Et actuellement, il y a aussi ce nouveau papier qui traite ce lien entre le syndrome cardio-rénal et le HFpEF. Et là, je parle surtout de syndrome cardio-rénal à la phase aiguë et puis même à la phase chronique. Donc, pour donner ces molécules-là, il faut toujours évaluer la volémie. Tant que la volémie, il faut le permet, il faut commencer le plus précocement possible le traitement, les SGLT2 chez ces patients qui ont fait leur preuve dans la néphroprotection. Et là, je reprends la même diapo de tout à l'heure. Comme je l'ai dit, c'est la molécule qui va agir au sein de ce continuum. Elle va bloquer l'évolution de ce continuum cardio, rénal, métabolique et hépatique aussi. Voilà donc, elle est là, cette molécule, il faut la donner sans aucune hésitation, sans aucun doute. Mais tout à l'heure aussi, on a une très belle présentation sur le risque résiduel. En donnant ces molécules, est-ce que vraiment nos patients ils sont protégés? Mais les études ont bien démontré que chez les patients, il y a quand même un risque résiduel de 16%. Donc la question qui se pose chez les patients qui ont du HFpEF, est-ce qu'on a besoin de 3 pillars ou 4 pillars, les 4 piliers du traitement de l'insuffisance cardiaque qu'on connaît
tous l'insuffisance cardiaque à FEG réduite. On a le SGLT2 inhibitor. Connaît-il l'anti-aldostérone? Connaît-il bêta-bloquant? Et connaît-il pour les bloqueurs de l'angiotensin? La réponse, yes and no. On va voir cette réponse. Rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, si on se base actuellement, il y a la fameuse étude pour les anti-aldostérone. Top 4, ce n'était pas vraiment très positif, mais si on prend le sous-groupe hospitalisation, l'anti-aldostérone, ça réduit l'hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque, l'anti-aldostérone, mais c'était une étude un peu hétérogène. C'est pour cela, récemment, il y a l'étude FINE-ART avec le fénérénone. Et là, en attendant les recommandations européennes de 2026, là, récemment, il y a aussi les recommandations japonaises, qui sont des recommandations très bien validées dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Regardez ici, donc chez ces patients, insuffisants cardiaque AVG préservés, les non-stéroïdiens anti-aldostérone, fénérénone, recommandés en classe 2A pour ces patients insuffisants cardiaques AVG préservés pour réduire l'hospitalisation et la mortalité cardiovasculaire. Je sais qu'il n'est pas encore disponible en Tunisie, il le sera dans quelques mois, je l'espère. Et ça, en classe 2A, parce qu'une seule étude randomisée, il y a d'autres études en cours, certainement. Il va passer rapidement en classe 1 pour le traitement du HFpEF. Le deuxième traitement aussi, les bêta-bloquants, on les trouve dans différentes études randomisées, au moins pour traiter les comorbidités. Sinon, les nouveautés ou les nouveaux traitements, les analogues GLP-1, qui sont aussi des antidiabétiques, là aussi les études, STEP-HF, même en dehors du diabète, chez les patients qui ont de l'FEVG préservé, donc supérieur là à 45%. Le sémaglutide aussi comme analogue GLP-1, surtout chez les patients obèses, il a fait preuve sur l'amélioration des symptômes. Mais ici, regardez ici, ça, même sur les MACE et l'hospitalisation, et là, en le comparant par rapport à la chirurgie pédiatrique, il baisse de la même façon le poids, mais la supériorité par rapport aux MACE, par rapport aux événements, parce que pour l'autre, il n'y a que des études observationnelles. Donc là, c'est une molécule future. Donc probablement en 2025, pour le HFpEF, on a le pilier, l'indiscutable pilier, les SGLT2 inhibitors, les anti-aldostérones non stéroïdiens tels que le fénérénone et l'analogue GLP-1, sémaglutide ou le tirzépatide, pour surtout les patients obèses, les cardiométaboliques, les patients au HFpEF cardiométabolique, il sera disponible à forme injectable, une molécule qui ressemble à sémaglutide dans les mois à venir. Et actuellement, on parle même d'un quatrième pilier de traitement de l'insuffisance cardiaque à FEG préservé, c'est les anti-inflammatoires. Tout à l'heure, en détaillant la physiopathologie au cœur de ce continuum cardio-rénal métabolique, il y a l'inflammation, et donc il y a des études avec il y a la colchicine, la fameuse colchicine, mais surtout avec les anti-interleukines, en particulier l'interleukine 6. Donc là, pour notre patiente, le fénérénone n'est pas encore disponible, le sémaglutide n'est pas encore disponible. Donc on l'a traité avec la DAPA, on a donné aussi les diurétiques et après, bien sûr, il faut l'ajuster et l'arrêter, le traitement de FA paroxystique, l'HTA et le diabète. Et je ne vous cache pas, actuellement, pratique courante, si ces patients persistent symptomatiques sous ce traitement, s'il y a les moyens d'avoir au moins 2 piliers de traitement, on les recommande de l'avoir en attendant qu'ils soient disponibles en Tunisie. Voilà, donc là, cette patiente sous le traitement de l'insuffisance cardiaque AVG préservée avec les bonnes comorbidités s'est améliorée sur le plan fonctionnel et on a réduit les doses de diurétiques et il y a même une amélioration de la dyspnée. Et là, c'est juste aussi pour dire que ça, c'est l'état actuel de traitement du HFpEF chez nos patients insuffisants cardiaques, surtout, comme je l'ai dit, le profil cardiométabolique. Mais quoi de neuf? Qu'est-ce que on s'attend des études du futur? Est-ce que le SGLT2 inhibiteur, c'est juste le traitement du HFpEF? On a vu plein d'effets pléotropes, mais là, je pense, et là, je vais vous poser la question, qui est en train de donner le SGLT2 inhibiteur pour prévenir le risque de cardiotoxicité due à la chimiothérapie ou pour prévenir le risque d'aggravation de cette cardiotoxicité? Est-ce que parmi vous, il y a
Bon, ça, de l'équipe de Sfax, parce que là, effectivement, on est en train de mener une étude en collaboration avec le service de l'hôpital militaire, avec ma chère maître et amie professeur Wafa Ferri, un travail sur l'apport des SGLT2 inhibiteurs pour prévenir une étude randomisée pour prévenir cette cardiotoxicité chez les patients cancéreux chimiothérapie. Il a été prouvé dans cette méta-analyse qui a regroupé un grand nombre de patients, regardez une réduction significative des hospitalisations, de le développement de l'atrial fibrillation et de la nouvelle apparition de l'insuffisance cardiaque. Une autre situation qui, parfois, on se trouve face à des malades qui persistent symptomatiques sous traitement, et c'est la cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique. Là, on donne le traitement qu'on connaît tous, mais malheureusement, l'alcoolisation septale, les patients persistent symptomatiques. L'alcoolisation septale n'est pas de pratique courante, du moins il n'y a pas d'éthanol, parce qu'on a essayé de le faire pour nos malades, je ne sais pas, à l'hôpital militaire, mais là, il n'y a pas d'éthanol. En Tunisie, même à la pharmacie centrale, c'est des patients qui persistent symptomatiques. Qu'est-ce qu'on va faire? La myomectomie, je ne sais pas s'il y a nos amis chirurgiens ici, la myomectomie aussi n'est pas faite facilement de pratique courante. Est-ce que les SGLT2 inhibiteurs pourraient améliorer au moins le statut fonctionnel de nos patients très symptomatiques? La même chose, il y a des résultats prometteurs à l'échelle cellulaire en faveur de la prescription de ces molécules. Je ne vous cache pas aussi dans ma pratique courante, devant l'impasse thérapeutique, je suis en train de les donner en off-label. Là aussi, l'amylose cardiaque, surtout l'amylose à transthyrétine. Malheureusement, on n'a pas le fameux tafamidis en Tunisie. Il n'est pas encore disponible, il est cher, les patients ne peuvent pas le permettre. Et donc, il y a aussi des résultats prometteurs, comme vous voyez aussi, même sur la mortalité, à donner pour les patients qui ont l'amylose à transthyrétine, en attendant qu'on ait le tafamidis. Là, je parle des situations vraiment, on n'a pas beaucoup de choix thérapeutiques. Pourquoi? Parce que ça peut améliorer le pronostic de nos patients. SGLT2 inhibiteur femme enceinte, qui le donne pour la femme enceinte? Personne. Personne. Ça, c'est par manque d'études. Là, il y a des études, la cardiopédiatre, elle le donne. Là, par exemple, il y a cette étude aussi à l'échelle in vivo. Elle a montré qu'il y a le passage placentaire vers le fœtus. Et donc là, honnêtement, on ne peut pas se prononcer pour la femme enceinte. Il faut attendre les résultats. Le stade avancé de l'insuffisance rénale, qui le donne pour les stades 5 de l'insuffisance rénale, pour une clairance de créate inférieure à 15 ml. Là, vous êtes en off-label, en dehors des guidelines, mais la même chose, il y a des résultats aussi, comme vous voyez ici, promoteurs en faveur de la prescription de ces molécules dans certaines situations, l'insuffisance rénale avancée. Alors là, je me tourne vers ma chère amie, la grande artiste qui nous a épatés hier soir, la cardiopédiatre. Est-ce que tu es en train de le donner pour les enfants? Tu n'as pas encore osé. En fait, la même chose, il y a des résultats aussi, avec là, par exemple, la DAPA, prometteur pour le donner pour les enfants en adaptant les doses 0,1 à 1 mg/kg. Par exemple, l'AMPA, il a eu l'accord de l'FDA pour les enfants âgés de plus de 10 ans. Là, c'est dans le cadre de diabète type 2. Voilà, donc ça a été des études aussi pour l'enfant. L'insuffisance cardiaque droite, qui le donne? Parfois, on kiffe impasse thérapeutique, insuffisance cardiaque droite. Là, je ne parle pas de l'insuffisance cardiaque globale, l'insuffisance cardiaque droite aussi, des résultats prometteurs. Je le donne aussi parfois en off-label. Le diabète type 1, je parle de type 1, FDA, diabète type 2, enfant. Mais le type 1, honnêtement, on a peur de l'acidocétose diabétique, surtout le type 1, manque d'études, ils ont été exclus des études qui le donnent. La même chose, il y a des résultats actuellement avec le 5 mg essentiellement d'apagliflozine qu'on voit ici. Qu'on voit ici aussi, il n'y a pas plus, là le 5, là le 10 et là le placebo. Il n'y a pas plus, il y a plus d'acidocétose dans le bras d'APA, mais vraiment, ce n'est pas de façon très importante. Bon, parfois, si on se trouve dans l'obligation, on peut le donner, c'est de l'off-label, mais il faut surveiller les patients de façon rapprochée. Et il y a des articles qui parlent de ça, mais on doit attendre honnêtement les résultats randomisés. Voilà donc cette diapo qui résume l'apport de l'SGLT2 inhibitor dès le stade précoce, comme je l'ai dit. Il faut agir précocement
Earlier is better, surtout pour ce syndrome cardio-métabolique, stade de l'adipocyte dysfonctionnelle, comorbidité avant d'arriver au stade de l'insuffisance cardiaque et surtout les patients décompensés à la phase aiguë. Je termine par cette diapositive. Comment je devine, je ne vous cache pas, je n'ai aucune idée pour le moment sur le nouvel guidelines de l'insuffisance cardiaque parce qu'il y aura un update en 2026. Comment je vois, ou selon des études, le traitement de l'insuffisance cardiaque AVG préservée, on le discutera après, j'aimerais bien vous écouter après. Certainement, SGLT2 inhibitor avec traitement de comorbidité, c'est du one size fits all, on va le donner. Pour là, je parle de l'HFpEF primaire, surtout l'HFpEF primaire, le phénotype 2 et 3. Sinon, il va y avoir des stratégies personnalisées. Ça dépend, par exemple, si on a HFpEF avec une clairance qui est supérieure à 25 millilitres, et ça sera le phénérénone. Si c'est l'obèse, s'il est obèse, ça sera les analogues GLP-1. Et puis, il ne faut pas oublier aussi de traiter les comorbidités. Mais on verra, en 2026, on aura des nouvelles recommandations. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Le débat est très intéressant, mais vu le temps, merci professeur Leila Abid pour ce bel exposé, très intéressant. Merci à toute l'assistance pour leur intérêt et on lève la séance. Et merci pour les laboratoires AstraZeneca.